Bonjour et merci de m'avoir invité. Je vais tenter de rester dans les 40 minutes allouées, de manière à ce que mes collègues qui vont suivre puissent avoir le temps de dire ce qu'ils nous ont à nous dire. N'hésitez pas d'ici 40 minutes à me faire un signe si jamais je dépasse. Merci. Donc, en fait, j'avais préparé quelque chose et puis d'écouter hier M. Kouki ou Mme Fassbinder et puis Yanis Siomis ou Chris Younes, par exemple, a fait évoluer un petit peu ma présentation. Et au fond, je me suis dit que, comme on est dans une séance de travail, c'était intéressant de faire le lien entre ce qui est ma propre expérience professionnelle et puis ce que j'ai entendu hier et qui m'a beaucoup intéressé, quel que soit l'intervenant d'ailleurs. Alors, j'ai appelé mon intervention de la planification à la messieurs, dames, les interprètes, si je parle trop vite, dites-le moi. C'est bon? Ok. De la planification à la transformation concrète, le passage à l'acte. C'est-à-dire que je suis un professionnel du passage à l'acte, des politiques urbaines. Bon, je réfléchis avec d'autres, hein, mais en même temps, je suis quelqu'un qui travaille sur les réalisations concrètes dans les territoires, dans les quartiers, dans les espaces publics, dans l'organisation des villes. Et donc, je vais vous présenter un certain nombre d'expériences auxquelles j'ai été associé, dans lesquelles j'ai joué un rôle plus ou moins important. De ce fait, je vais commencer par... ah oui, c'est moi qui fais ça. Voilà. Alors, je ne vais pas commencer par Bratislava, parce que depuis 2 jours, il pleut, donc on n'a pas vraiment pu aller visiter, mais on va le faire cet après-midi. Aussi pour dire quand même que je ne suis vraiment pas là pour vous donner des leçons, mais pour dire comment, dans les endroits où j'ai travaillé, comment on a fait. Et je ne dis pas qu'il faut faire la même chose, parce que je ne crois pas que quelque chose de fait à un endroit puisse se refaire ailleurs de la même manière. Il y a un certain nombre d'invariants, et Yanis Siomis a parlé de ces contradictions ou ces cohérences qu'il y a à trouver entre l'approche globale et puis les fragments. Il a parlé aussi de l'approche de l'évolutivité, de l'aléatoire. Donc ça, ce sont des invariants en quelque sorte. Mais dire il faut faire ici ce qu'on a fait là-bas, je n'y crois pas. Et donc je vais vous montrer comment dans chaque ville on a fait différemment. Donc Saint-Denis, je vais commencer par Saint-Denis, c'est la 2e ville de l'agglomération parisienne et j'en suis conseil depuis une dizaine d'années. On a travaillé sur sur ce qu'on appelle le schéma de cohérence territoriale, mais ça a été fait en fait après bien des actions qui n'ont pas eu de projet global. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'en faut pas, mais on y reviendra. Mais les villes ont commencé par travailler concrètement, et notamment sur les quartiers difficiles de Saint-Denis, mais on en a autant à La Courneuve, on en a autant à Lyon ou à Marseille, c'est-à-dire que ce sont des territoires de la ville d'aujourd'hui, et la ville sur laquelle on travaille n'est pas simplement la ville patrimoniale, mais c'est l'ensemble des endroits où les gens vivent. Et ces quartiers, et je sais qu'il y en a aussi à Bratislava, font partie de la ville et font partie du patrimoine de la ville. C'est peut-être pas le patrimoine touristique, mais c'est un patrimoine de la ville. Donc Saint-Denis a beaucoup travaillé d'abord sur ses banlieues, et puis s'est beaucoup développé grâce à l'arrivée du Stade de France, autour duquel se sont implantés des industries, des nouveaux logements, des transports publics, des parcs, etc. Et le centre-ville de Saint-Denis, depuis une trentaine d'années, n'avait pas bougé. Et donc, j'ai été sollicité pour en être l'urbaniste. Et l'idée, c'était comment on rend au centre ses qualités, son dynamisme. Alors, le constat, il était lequel? D'abord, 700 commerces, un marché 3 fois par semaine, 30 000 personnes qui viennent 3 fois par semaine au marché, 500 camions qui arrivent le matin pour alimenter le marché et qui repartent après le marché. En même temps, des résidents, pas d'espace public,
le constat fait par M. Seyss, je ne sais pas si ma prononciation est bonne, Seyss, Reinhard Seyss, c'est la bonne prononciation, à peu près? Bon, excusez-moi. Le constat sur l'importance, la prégnance de l'automobile dans les espaces publics était le même à Saint-Denis. On pourrait y ajouter des problèmes sociaux très importants, des problèmes de drogue, d'incivilité très forts. Et donc, au fond, on a réalisé... Donc, Saint-Denis, en même temps, une ville historique. C'est la ville des rois de France, hein, où sont enterrés les rois de France. Et puis, le marché, 30 000 personnes, comme je le disais tout à l'heure. Donc, un lieu très actif, très vif, très vivant. Et l'idée, c'était comment, non pas on arrête tout ça, mais comment on donne plus de pêche à tout ça, comment on dynamise tout ça. Et on est parti de... Ah, là, j'ai dû me tromper, voilà. On n'a pas fait un plan pour dire ce qu'il faudrait faire, mais on a fait un plan pour mettre en cohérence ce qu'on allait faire. Et je ne sais pas si c'est clair. Autrement dit, c'était un plan d'action, un plan de cohérence pour mettre en cohérence toutes les actions. Et on est parti de l'idée de tous les espaces publics étaient envahis par les voitures, donc il fallait redonner de la place aux piétons, redonner de la place au commerce, au marché, au vélo, aux personnes handicapées, etc. Et donc on a organisé la circulation autour en terminant un boulevard qui n'était pas terminé. On a à l'extérieur rénover les parkings dans lesquels les gens du coup qui viennent de l'extérieur en voiture posent leur voiture. On a amélioré les transports en commun pour accéder au centre. Et puis ensuite, en même temps, on a travaillé sur la rénovation de la basilique, des équipements culturels, de l'habitat, et puis sur la rénovation de l'espace public. En voilà quelques exemples. C'est-à-dire que rénover l'espace public à cette échelle conduit à réorganiser des territoires de ville à une échelle plus vaste. Et il ne s'agit pas simplement de faire un espace public de loisirs, c'est aussi un espace public d'usage, avec des commerçants sédentaires, avec des transports en commun, des gens qui vont travailler. C'est-à-dire que c'est tout ça qui fait, au fond, l'urbanité et l'intensité et la qualité d'un territoire, y compris d'ailleurs parfois avec ses conflits. Parce que beaucoup de personnes, c'est beaucoup de gens qui ne vivent pas de la même manière, mais ça fait partie des villes. Les villes ne sont pas des territoires suaves dans lesquels rien ne se passe qui ne soit domestiqué. Donc, on a appris aussi à ce moment-là, ça ce sont tous les usagers du centre-ville. Donc, ce sont les habitants, les handicapés, les gens qui font les déménagements, ceux qui viennent faire leurs courses, le tourisme, les commerces, etc. Et en fait, travailler sur le centre d'une commune comme ça, c'est être en lien avec tous ces usages-là et du coup être en lien avec les gens qui en sont les porteurs. Donc, hier, je disais à l'occasion d'une question que la concertation ou le partenariat, c'est pas simplement une volonté politique, c'est aussi un des outils de l'urbanisme. C'est-à-dire que faire de l'urbanisme sans prendre en compte et sans prendre lien, y compris parfois en contredisant des demandes d'usagers, pour moi, je ne sais pas le faire. J'ai besoin de savoir comment les gens vivent, y compris quand ils sont tous dans la même salle, qui disent eux-mêmes leurs propres contradictions, ce qui permet aussi d'avancer. Donc, voilà, aujourd'hui on continue. Donc on a travaillé, on a développé de manière importante la concertation dans une ville où les politiques sont très attentifs à la concertation et à la transformation urbaine comme un des leviers de la vie sociale et de la vie politique. Il y a beaucoup de gens pauvres, et donc la concertation et la transformation urbaine est un des moyens d'intégrer les gens dans la société. Alors en même temps, vous voyez que, ça c'est un autre planning, mais qu'est-ce que ça veut dire comme conséquence? Ben, ça veut dire que beaucoup de projets portés par des porteurs de projets différents, privés ou publics, la société des transports, celle des parkings, la ville, des promoteurs ou des habitants ou la chambre de commerce, tout cela doivent se coordonner dans le temps, d'où l'importance des plannings. Donc si j'ai envie de donner des éléments de méthode, celui des plannings, de la prise en compte des plannings,
qui mettent en cohérence des projets est très important. Par exemple, pour réaménager la place du marché, il fallait envoyer le marché ailleurs dans un temps suffisamment court pour que ça ne mette pas en péril l'économie des commerces, et puis les faire revenir après. Donc tout ça devait être organisé de manière très, très fine. Voilà. Alors, je continue. Mais quand même quelques liens, du coup, avec ce qui a été dit hier. Un premier lien, c'est que je dirais que moi, je pense que c'est pas bien de diaboliser les villes. On entend souvent ce terme, les villes c'est pas bien, la nature c'est bien, les villes sont pathogènes, sont méchantes en quelque sorte, et je ne crois pas du tout à ça. Je crois qu'il faut qu'on améliore les villes, il faut qu'on les fasse lutter, qu'on les, comment a dit Chris Younes, qu'on les métamorphose. Hein. Donc je reviens du coup à ce qui a été dit hier. Je crois qu'il faut les métamorphoser, mais surtout pas les diaboliser en pensant « oh, comme c'est mauvais, comme c'est moche », et puis on va passer notre temps à simplement dire que c'est pas bien. C'est l'endroit où on vit quand même, hein, et c'est l'endroit où plus de 70% des humains vivent. Deuxième chose, c'est que je ne pense pas, un des éléments du début du colloque était y a-t-il des modèles pour les villes, hein, je résume. Ben, je ne crois pas qu'il y ait des modèles, je crois qu'il y a des contextes et qu'il ne s'agit pas d'inventer un nouveau modèle pour les villes. Les villes sont déjà là. C'est-à-dire que ce qu'on construit en plus est marginal par rapport aux villes existantes. Les villes sont là. Donc ne pensons pas, ne renvoyons pas toujours à des villes du futur qu'on devrait inventer de toutes pièces. Déjà, travaillons sur la ville existante, métamorphosons-la. Métamorphosons-la, oui c'est ça, je commence à perdre mon français. C'est déjà un travail considérable. Et d'ailleurs, quand j'écoute ce que disait M. Couty hier, ou Yanis Sionis ou d'autres, on voit qu'on travaille sur un territoire existant qu'on essaie de faire mieux fonctionner. Alors, un autre exemple. Alors, après, on a continué. Donc ici, donc le centre a été fait en 6 ans. Pourquoi? Parce qu'il devait être pour 2 raisons. D'abord, la Coupe du Monde de rugby était à Saint-Denis, donc il fallait que le centre soit attrayant. Deuxièmement, parce qu'il y avait des travaux tout autour qui allaient bloquer le centre et risquer de mettre en péril le dynamisme économique du centre. Donc il fallait qu'on termine en 2007. Et donc on a terminé en 2007. Alors depuis, on a d'autres projets comme des quartiers nouveaux, ou ici la rénovation de l'habitat ancien, et puis des nouvelles lignes de tram, des choses comme ça. On a approfondi le travail, on continue en fait. Le centre est là, ce que je viens de vous montrer est là et là, et donc ce travail se continue. Et puis on approfondit les méthodes de travail, et par exemple, actuellement, on a des nouvelles lignes de tram en construction là et là, des nouveaux quartiers, et donc une des tâches que j'ai, c'est d'organiser la vie du centre et le développement des quartiers pour que le centre ne soit pas en difficulté et pour que l'importance des travaux même ne mette pas en défaut le dynamisme de sa ligne. Alors, je continue, donc ça c'est un exemple pour une ligne de tram mais qui est ailleurs. Je continue par une autre ville, Montreuil. Je regarde le temps. Pour l'instant ça. Montreuil. Montreuil, c'est une autre des villes de la périphérie de Paris. Et Montreuil, il y a un projet urbain notamment qui est à venir, qui est autour... Alors, d'abord, elle a refait son centre, mais tout neuf, là, cette fois, elle a reconstruit tout neuf. Et puis, elle a un projet urbain qui s'appuie sur une nouvelle ligne de tram qui devrait venir à la fin d'ici 2019. Alors, en même temps, Montreuil, c'est ça. Donc, je ne vais pas vous repasser les images de M. Seyss hier, puisqu'il l'a fait très bien. Donc, le contexte à Vienne, ou le contexte à Saint-Denis, ou à Lyon, ou à Montreuil est exactement le même. Pratiquement, quels que soient les sujets abordés. Donc, je vous en fais grâce. Je vous montrerai simplement les espaces publics de Montreuil. Et la demande des élus, c'est d'améliorer comment on améliore la vie quotidienne. C'est-à-dire, on a des grands projets, on a une stratégie à plus long terme, mais comment on fait pour améliorer la vie quotidienne? Et alors, ce qui m'a
intéressé dans cette histoire, donc on a appelé ça les petits espaces qui vous ressemblent. On a commencé ça en octobre 2012, et en fait, actuellement, on a 40 petits projets qui sont en cours, on va arriver à en avoir 50 ou 60 d'ici fin 2014, qui seront réalisés. Et alors, ce que j'ai cherché à faire, et je rejoins ce qui a été dit hier, c'est de capter les acteurs, c'est-à-dire capter les acteurs politiques, capter les acteurs de la fabrication de la ville, l'administration, les associations de quartier, et ne pas le faire sur un plan théorique, mais le faire à partir de projets. Et ce qui est intéressant sur un endroit comme celui-là, c'est que si on commence, là c'est ce qu'on va faire, mais auparavant c'était ça, si on commence à discuter sur ça, avec les gens du quartier, avec les politiques, avec l'administration, et qu'on dit, ben voilà, il faut qu'on améliore ça, donc là, à cet endroit-là, on va diminuer l'importance des voitures, on va supprimer quelques places de stationnement, enfin, etc. Donc des choses très concrètes, et ça nous permet de mettre en place des méthodes de travail. Donc comment on se coordonne, comment on fait un programme, c'est-à-dire l'état des lieux, comment on fait un projet, comment on met en place la concertation, comment on fait décider les élus. Et en fait, tout ce processus-là, qui est un processus en fait, de mise en dynamique des acteurs locaux, on le fait à partir des projets. Et après, on se relie après aux réflexions générales, on le commence sur les projets. Et aujourd'hui, c'est parce qu'on a réussi à mettre ce lien, et ce lien, qu'aujourd'hui, on est en mesure de passer à l'acte sur de très nombreux projets en même temps. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire à Mulhouse, on va y revenir. Et ce qui m'intéresse dans cette histoire aussi, pour revenir à ce qui a été dit hier, c'est que c'est aussi la gestion de la complexité des acteurs, mais la complexité des territoires aussi. C'est aussi de partir sur des choses très concrètes et d'imaginer d'être à l'échelle des problèmes. Si je passe 3 ans à réaménager le petit espace dont je viens de parler, dans le même temps, d'autres espaces se seront dégradés. Donc il est important de courir après dans notre travail, que ce qu'on produit rattrape l'évolution normale des villes et du coup que la qualification dépasse la déqualification. Donc je ne sais pas si je suis très clair, mais avec 40 projets, ça commence à se voir dans la ville et ça construit une culture qui va du coup se distribuer dans les autres quartiers, dans les autres projets. Je continue, donc vous voyez comment on gère aussi de multiples projets avec des programmes, des avant-projets, la concertation, des travaux, comment on gère tout ça de manière à ce que ça avance vraiment et qu'on ne reste pas dans des trucs où on se dit ben, on verra bien quand ça se fera. Alors, autre exemple, Mulhouse. Alors Mulhouse, c'est une ville patrimoniale, c'est aussi une ville cosmopolite. Il y a, je crois, 95, non pas nationalités différentes qui habitent à Mulhouse. Je crois que c'est une des villes françaises les plus cosmopolites. Il y a beaucoup de projets aussi, un peu partout dans la ville, et ce qui a été demandé, c'était à la fois de donner de la cohérence entre tous les projets, quelle est leur cohérence, et y en a-t-il une, et comment améliorer la vie quotidienne. Et en fait, bon, vous voyez, il y a un vrai savoir-faire, il y a un passé, il y a une histoire urbaine, une histoire sociale, une histoire politique, culturelle, et donc l'idée c'est comment on fait avec tout ça. Et là, la question c'était encore d'aller capter les acteurs. Je ne crois pas, moi qui suis un prestataire extérieur, je ne peux pas dire, voilà, l'identité, la personnalité de telle ville, c'est ceci. Voilà, quelque chose de très carré, très décrit. En revanche, je peux aider à ce que les acteurs qui en sont porteurs, qui donnent sa valeur à la ville, s'investissent dans la réflexion et aident à avancer. Et en fait, là, au lieu d'un plan, d'un projet urbain global dessiné, bien qu'on dessine en même temps, on a travaillé ce que j'ai appelé les carnets de projets, c'est-à-dire que peu à peu, avec un grand nombre d'acteurs, on met en commun les projets, les savoirs, les réflexions, et tout ça commence à construire un corpus
de savoir qui décrit d'une certaine façon la ville, non pas d'une manière linéaire, mais par un très grand nombre de points de vue, qui peuvent même parfois être contradictoires, parce qu'une ville est forcément contradictoire. Et donc c'est ce que j'ai appelé les carnets de projet. Alors évidemment, ça intègre tout le territoire de la ville, ça intègre tous les projets en cours. Ça c'est une des cartographies, mais cette cartographie montre les qualités de Mulhouse, par exemple, parce que l'idée c'est de s'appuyer sur les qualités. On ne va pas passer notre temps à dire ce qui ne va pas, maintenant on le sait, mais maintenant comment on fait pour avancer. Et par exemple, ça permet aussi de se dire, ben voilà, on va aller collectivement dans telle et telle direction. Et par exemple, Mulhouse défend d'être une ville d'accueil. Donc ça veut dire des choses concrètes dans les projets et dans les choix. Et notamment, c'est aussi comment on vit partout dans la ville. Et donc, j'ai mis en place ce que j'ai appelé les plans d'action de quartier, c'est-à-dire au-delà des grands projets, comment ils sont reliés aux quartiers autour sur lesquels il n'y a pas de projet a priori, et comment on met en valeur, comment on améliore la qualité de vie et la qualité du paysage, de l'architecture, etc., à partir des qualités propres, dans les quartiers sur lesquels il n'y a pas de projet. Ce qui est souvent un problème dans nos villes, c'est qu'on se concentre sur des lieux de projet et on ne touche pas aux autres territoires. Ou alors c'est de la gestion plus ou moins habile. Et donc les plans d'action de quartier ont été construits avec les services gestionnaires, avec une concertation des acteurs locaux, avec notre regard de professionnels, et de tout ça on en a conçu des stratégies par quartier. Et puis Mulhouse est une ville laboratoire, et un peu comme Cosnichet ou d'autres, comme Saint-Étienne, on verra, Mulhouse traite ses projets de manière sensiblement différente. Il y a probablement moins d'argent, une obligation de plus de créativité, de plus l'identité est aussi faite des valeurs sociales, des associations. Donc il y a un regard qui est probablement plus aigu sur le sujet de l'impact humain et social des projets à Mulhouse. Donc ce sont des manières de traduire l'innovation, pas simplement par les formes, mais aussi par des modes de gestion, des implications d'acteurs, etc. Alors, qu'est-ce que j'en dis? Alors, en même temps, donc, ça continue, donc ce captage d'acteurs continue, et notamment pour les grands événements, ça c'est les cités jeunes, eh bien, pour les grands événements, on réalise des ateliers dans lesquels on fait venir des jeunes, là en l'occurrence, mais sinon ça peut être, il va y en avoir un pour scène de rue, cet été pour la manifestation culturelle, et puis il y en a pour d'autres. C'est-à-dire que les acteurs qui d'ordinaire ne sont pas dans la réflexion urbaine, dans le projet urbain, on va les capter, les chercher pour les faire réagir à leur territoire, aux qualités de leur territoire, aux problèmes, aux valeurs de leur territoire, et à ce qu'en continu, on produit et on cumule. Donc toujours cette histoire de captation. Donc on voit derrière l'idée d'une stratégie qui n'est pas la même ici qu'elle peut être ailleurs. On voit l'idée d'aller chercher les qualités des lieux, une fois qu'on en a fait, on a marqué tout ce qui n'allait pas, de s'appuyer sur les qualités des gens, des lieux, des dynamiques, des réseaux, etc. On voit l'idée de mobilisation et aussi l'idée de l'aléatoire. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans une démarche scientifique. Je rejoins ce que disait Yanis Tionis hier. On est dans la recherche, il faut qu'on accepte de mettre en mouvement des choses dont on ne connaît pas exactement l'endroit où elles vont aller. L'idée de l'aléatoire. Et puis cette idée d'aller chercher, de connaître peu à peu d'une certaine façon une ville, d'aller en chercher les dynamiques, et pour paraphraser ce que disait Chris Younes hier, une ville est une ressource. Loin de penser qu'il faut diaboliser les villes, une ville est une ressource. C'est dedans que, au moins en ce qui me concerne, je vais chercher les réponses qui me permettent d'avancer avec d'autres. Une ville ressource. Alors Lyon, j'ai été conseil de Lyon pendant une vingtaine d'années, on a travaillé sur tous les sujets. C'est une des leçons que je voudrais dire aussi. C'est-à-dire on ne travaille pas simplement sur la ville patrimoniale, il faut le faire. On ne travaille pas que ça, parce que la ville n'est pas que touristique. Il y a des gens qui habitent ailleurs, elle est aussi faite des endroits où on travaille, etc. Donc on a fait des parcs,
ou la ville-centre comme la presqu'île ici, et puis toute une réorganisation des transports en commun avec des lignes de métro, des lignes de tram, des nouveaux quartiers comme la Cité internationale, avec un parc qui l'accompagne. Et puis on a beaucoup travaillé sur les quartiers de grands ensembles, qui sont une personne sur 5 à Lyon, n'habite pas naturellement dans le centre-ville, mais habite dans des quartiers de grands ensembles des années 60, qui est un problème qu'on rencontre dans toutes les villes françaises. Et donc on a travaillé énormément sur ces quartiers-là, et à la fois sur l'habitat, en même temps sur les espaces publics, sur le commerce, sur les transports en commun, sur la culture, l'école par là, c'est-à-dire toujours c'est la même chose qu'à Saint-Denis. C'est-à-dire le développement urbain, c'est pas simplement refaire les appartements, c'est pas refaire une petite place, c'est pas ramener une ligne de transport, c'est mettre mettre des arbres seulement, c'est mettre en lien tout ça. C'est pour ça peut-être qu'il y a besoin d'un projet urbain à cette échelle, c'est plutôt comment on met encore, on coordonne des actions multiples. Et bon, ça s'est terminé depuis longtemps maintenant, mais on est intervenu de manière très lourde sur l'ensemble des territoires en difficulté de Lyon, pour des raisons simples, c'est qu'au début des années 80, c'est à Lyon qu'ont eu lieu les premières émeutes dans les banlieues. À la fin des années 80, j'étais responsable d'un quartier qui s'appelait les Minguettes, et qui était le premier quartier dans lequel il y a eu des émeutes en 84 ou 85, quelque chose comme ça. Donc on n'est pas dans du doux, on est aussi dans du dur, dans des choses qui font partie de nos villes et qu'il faut embrasser, prendre à bras le corps. Alors, un exemple aussi, ici avant le Velin, vous voyez, j'ai oublié, voilà, vous voyez comment dans un centre qui avait disparu, le centre d'une commune de 35 000 habitants, on a reconstruit complètement un centre. Voilà, je passe un peu rapidement là-dessus. Et puis d'autres types de projets qu'on a partout maintenant dans les grandes villes, en France et en Europe, c'est la réappropriation, toujours ce constat de l'omniprésence de la voiture, la réappropriation des berges. Et je rejoins ce qui était dit hier sur, aussi à Bordeaux, par exemple, le travail magistral de Corageau, le long des berges de la Garonne, et puis comment ces aménagements linéaires vont s'instiller, vont nourrir la ville existante. Donc on est dans une figure qu'on retrouve très souvent maintenant. Alors, j'avais pas de photo, mais je voulais vous montrer cette photo, vous devez reconnaître, au moins la Société des Transports, j'imagine. Et en fait, cette photo a été prise de la fenêtre de mon hôtel. Et ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui à Lyon, une des leçons, c'est qu'on ne fait plus d'autoroute à l'intérieur de la ville, mais on fait des boulevards urbains à la place des infrastructures lourdes comme celle-là, qui, elles, font des séparations, qui sont des blessures, qui sont anti-urbaines, qui ne permettent pas à la ville de fonctionner. Et du coup, nous, des endroits comme ça, maintenant, on en fait des boulevards urbains, avec des arbres, tout à niveau, avec moins de voitures, avec plus de place pour les transports, plus de place pour les vélos, pour les piétons. Donc les arbres, c'est une manière de répondre à Mme Fassbinder, c'est-à-dire qu'on plante des alignements d'arbres à très grande échelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut se garder, si j'ai une leçon au moins une recommandation à vous faire, je n'ai aucune leçon à vous donner, mais au moins une recommandation à vous faire, et je ferai référence à ce que disait M. Couply hier. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas avoir une vision très rationnelle de la construction de grandes infrastructures autour, puis à l'intérieur, qui au bout du compte vont nous permettre de fonctionner mieux, parce que plus vous construisez des infrastructures automobiles, plus vous aurez d'automobiles, et en plus vous n'aurez pas d'argent pour améliorer les autres quartiers de la ville, et de la métropole. Donc je suis vraiment sur ce plan, en général je suis plutôt cool, plutôt conciliant, mais c'est une conviction pour moi, je suis catégorique. Il faut mettre de l'argent sur l'évolution des villes, la métamorphose des villes, mais pas faire ce qu'on fait depuis 40 ans en France et dans d'autres pays, faire des infrastructures, puis d'autres infrastructures pour les faire mieux fonctionner, puis avec des dettes qui s'ajoutent, puis aujourd'hui avec des emprunts qu'on n'arrive plus à rembourser, et des jeunes qui ne peuvent plus travailler. Aujourd'hui on travaille sur un mètre carré à Montreuil, avec à peu près 7-8 fois moins qu'à Lyon. Il faut le savoir, aujourd'hui il n'y a pas d'argent. Donc comment on fait sans argent? Il faut continuer à faire. Mais
pour ça, il faut mettre l'argent là où il faut et pas sur des choses dont on se dit que dans 20 ans ce sera mieux, etc. On sait maintenant que c'est pas vrai. Alors je continue. Donc c'est ça aussi que j'appellerais, en faisant référence à Chris Nunes, la régénération des éléments martyrs. Elle en parlait hier, et ces endroits-là sont des éléments martyrs. Et beaucoup de notre travail consiste tout simplement à régénérer les éléments martyrs. Donc continuons. Alors on a approfondi, on a travaillé beaucoup sur la lumière, sur des plans de lumière à l'échelle de la ville, et puis à l'échelle locale, puis les traductions dans les projets. Dans chaque projet d'aménagement, on a un projet de lumière maintenant. Et puis aussi, on a expérimenté, parce qu'il faut faire attention quand on travaille longtemps dans un lieu, c'est qu'on peut très vite virer au conservatisme. Donc on a essayé d'interroger nos propres pratiques, et par exemple, au lieu de refaire complètement chaque lieu, là, on a mis en place, avec Chantal Dugave ici présente, le festival des jardins de rue, c'est-à-dire des jardins de rue, des petits jardins carrés qui apportent du vert, apportent du paysage, en même temps sont imaginés par des designers, des artistes ou des architectes, et pas des paysagistes, et puis qui améliorent l'ensemble du quartier. Alors quelques images, on aurait pu en montrer bien d'autres, mais... Donc c'est une manière d'expérimenter, d'aller plus loin et d'améliorer à peu de frais. Donc aujourd'hui, l'amélioration, elle va de la gestion jusqu'à la transformation complète, avec des étapes qui peuvent être différentes. Parfois, on peut simplement planter des arbres. On ne touche pas la chaussée, on ne touche pas les fils d'eau, on plante des arbres. Et c'est tout ce qui est là à notre disposition de manière très concrète pour améliorer le territoire, pour métamorphoser. On a travaillé avec Chantal pendant 5 ans à Copenhague. À Copenhague, l'idée c'était, là encore, de travailler les parcours, les liens. En termes de vélo, on a tout à apprendre. En termes d'espace public, peut-être pas. Et donc, ce qu'on a travaillé, ce qu'on a apporté notamment à Copenhague, c'était comment travailler l'espace public et les liens entre les lieux, les liens avec le métro, les liens avec une nouvelle plage qui a été construite ici, avec les secteurs de commerce, comment on va à l'école et comment les espaces publics répondent, les trottoirs répondent concrètement à la vie quotidienne. Et donc, ça a donné lieu à l'Urban Space Action Plan. Et le tout, vous voyez, ça c'est un dessin de Chantal, comment dans un quartier, c'est un peu nos plans d'action de quartier dont je parlais tout à l'heure, simplement là ils sont représentés de manière pédagogique, parce qu'on a toujours cherché, ce qui nous a été demandé, c'est aussi d'aider à construire des méthodes de concertation, à construire des méthodes de projet, alors qu'auparavant, les projets étaient tous faits par l'administration. Maintenant, il n'y en a plus aucun qui est fait par l'administration. L'administration organise, joue le rôle de maître d'ouvrage, de coordonnateur, fait son métier, et ce sont des architectes, des paysagistes ou des designers qui font les projets. Donc c'est très important. Donc voilà un dessin parmi d'autres qui, dans cet objectif, non pas de faire de la concertation pour ne pas se faire comprendre, mais pour faire comprendre et pour pouvoir entendre. Je l'ai dit hier, la concertation, c'est fait pour discuter de projets et pour écouter, et ce qui pour moi est très important. Voilà, puis des méthodes de projet toujours très simples, comme ça par exemple. On n'est pas obligé de tout faire à chaque fois. Et puis quand même, je voudrais parler de ça sur les vélos à Copenhague. Il faut imaginer que dans un nouveau quartier comme Nordhavn, sur lequel j'ai travaillé, eh bien, c'est à terme 3 millions de mètres carrés de construction, et le paradigme, la base sur laquelle l'accessibilité à ce quartier a été calculée, est faite à partir d'un usage de vélo de 50%. Nous, en France, on doit être, à Paris, on doit être à 4%, ou à 5%, à Lyon, on doit être à 3%. Dans les autres villes, bon, à Rennes, on est plus élevé, mais puis on a un usage de vélo complètement minimaliste. Là-bas, ils sont à 30%, et dans les nouveaux quartiers, ils veulent monter à 50%. Ça veut dire que les infrastructures, au lieu d'être des infrastructures lourdes des autoroutes, c'est un métro, payé par le développement d'ailleurs, ce sont des ponts pour les vélos, ce sont des parkings pour les vélos, des réparateurs, une signalétique, un lien entre les lieux, entre ici et puis la ville existante, Stubro ici. C'est tout ça qui, le choix politique de dire 50% génère des choix de programmation et de projets très clairs et très simples. Alors je continue. Quelques réflexions. Alors,
oui, j'ai encore combien de temps là? Bon, j'essaie d'aller. Ça va aller vite, on est presque à la fin. Bordeaux. Donc, en fait, je travaille à Bordeaux aussi sous deux entrées. L'une, c'est comment appliquer des grandes réflexions qui sont faites à l'échelle de la métropole, sur une métropole verte, 55 000 hectares de nature, sur une métropole en développement, notamment de l'habitat. Je crois que c'est 50 000 logements, c'est ça, hein, 50 000 logements. Et comment traduire un plan climat, comment traduire ces réflexions générales dans les projets concrets. Et donc là encore, il s'est agi d'aller capter les gens qui construisent tous les jours les projets sur le territoire de la communauté urbaine. Donc il y a des directions territoriales et on a organisé avec le directeur de la voirie, sous la responsabilité des élus, une organisation qui fait que maintenant chaque projet, chaque lieu est analysé. On fait un programme, on regarde comment on va faire, on travaille un avant-projet, un projet, on place la concertation, on place la décision politique. À l'intérieur, on vérifie qu'on ne dépense pas trop d'argent inutilement, que la dimension verte, nature, est respectée, que le handicap, que l'attention aux handicapés est respectée, qu'on n'a pas trop de place pour la voiture, mais qu'on a de la place pour les piétons, pour les vélos, etc., que ça va durer dans le temps et que ce n'est pas simplement une action pour les 6 mois à venir. Et en fait, on a mis en place cette organisation, et aujourd'hui on en est à une soixantaine de projets qu'on a lancés depuis 6 mois, et peu à peu l'idée c'est que tous les projets de la communauté passent par cette méthode de travail, qui est une méthode de mise en lien entre les acteurs qui sont en responsabilité de la production des projets. Et du coup, ce qui nous permet à l'intérieur d'intégrer aussi toutes les politiques générales. Et le tout aussi en améliorant naturellement la vie au quotidien. Je vous parle de méthode, mais l'objectif, ce n'est pas de la méthode. L'objectif, c'est bien d'améliorer partout la vie quotidienne et le territoire de la communauté urbaine, partout dans toutes les communes. Oui, un des objectifs aussi, c'est la frugalité, c'est-à-dire, je reprends le terme de Chris Younes hier, la frugalité, comment on fait malgré tout, même si on n'a pas beaucoup d'argent, comment on fait avec pas beaucoup d'argent. Et du coup, par exemple, on essaie de garder, je suis allé un peu vite, on essaie de tout faire entre les bordures de trottoirs existants, de ne pas reprendre les chaussées, et de travailler sur juste ce qu'il faut travailler. On ne reprend pas tout. Si les réseaux sont bons, on les garde. Si les bordures sont bonnes, on les garde. Si les arbres sont bons, on les garde. On fait ce qu'il faut faire en vérifiant la pérennité de ce qu'on fait, mais sans tout refaire. Alors qu'auparavant, on faisait tout, hein, et dans bien des cas, on refait tout. Donc voilà, je sens qu'on va passer un peu rapidement. Bon, pour terminer, quelques exemples pour comment on approfondit les méthodes aujourd'hui. On a avancé, ça fait quand même un bout de temps qu'en France et en Europe, on avance sur la question, sur le sujet de la métamorphose des villes, de la qualification des villes, de l'amélioration de la vie dans les villes, de leur fonctionnement, de leur vie quotidienne, de leur pérennité, de leur mouvement, de leur dynamisme. Et donc ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Et aujourd'hui, on n'est plus, le constat est fait depuis longtemps, donc maintenant on fait comment? Donc je continue, moi aussi je continue à approfondir mes propres méthodes, on l'a vu à Bordeaux, et puis à Saint-Ouen, sur ce grand site des docks de Saint-Ouen, il y a un projet urbain qui, voilà, et puis en même temps, on a organisé l'accessibilité, les parcs, le sens des espaces, le lien entre l'espace, ça renvoie à ce que disait M. Seyss hier, le lien entre l'espace public et le contenu des programmes d'habitation ou des bâtiments. Par exemple, le long des rues principales, il y a des commerces en rez-de-chaussée. C'est-à-dire cette demande qui faisait état hier, on essaie peu à peu de l'intégrer. La demande de verre, dans toutes les rues, là, il y a des nids pour récupérer les eaux. Un grand parc a été fait ici et qui récupère toutes les eaux de l'ensemble du site. Donc on voit qu'on approfondit peu à peu, on fait plutôt de mieux en mieux, même si on fait encore des bêtises,
et je pense que ce n'est pas terminé, mais on approfondit nos méthodes de travail. Et puis par exemple, le nouveau quartier est là, la ville existante est là, et notamment j'ai préconisé un certain nombre d'actions pour que on travaille en même temps sur la ville existante et la ville nouvelle, de manière, ou le quartier nouveau, de manière à ce que le quartier nouveau ne mette pas en difficulté le quartier ancien, notamment en termes de commerce, en termes d'attractivité, etc. Comment on fait pour que les deux continuent à construire le dynamisme de Saint-Ouen et que construire là ne détruise pas là, ce qui est une réalité de beaucoup de nos projets aujourd'hui. Donc il faut y être très attentif. Je ne dirais pas comment, on n'a pas le temps d'en parler là, mais... Et puis hier Chris parlait d'anticipation. Avant de faire le parc, eh bien, on a fait des jardins ouvriers, que vous voyez là. Et puis le parc est un parc qui a été vraiment construit pour une population qui est très populaire à Saint-Ouen. Et en anticipation, j'avais proposé de faire ce qu'on a fait tous les ans depuis 3 ans, de faire une piscine avec une aire de jeu. Et c'est Paris-Plage, mais à Saint-Ouen. Et pour tous les jeunes. Et en fait, ça marche à fond, pas de ce temps-là, je suis désolé. Ça ne marche pas plus à Saint-Ouen qu'à Bratislava quand il pleut, mais ça a été une manière de mettre les usages avant de faire l'aménagement, de mobiliser les gens, de leur faire comprendre ce qui était en cours, et puis nous, de voir comment eux réagissaient, et donc d'orienter différemment notre projet. Saint-Étienne, donc je ne vais pas en parler beaucoup, hein. Josiane et Marie-Aude vont en parler. J'ai travaillé une douzaine d'années à Saint-Étienne. On a eu des grands projets comme la gare, maintenant il y en a d'autres un peu partout. Et puis j'ai été capté, j'ai cherché à capter cette ville. Et notamment on a travaillé ensemble avec Josiane et puis son patron de l'époque qui s'appelait Jacques Bonaval. Et on a monté ce que j'ai appelé les ateliers de Stéphanois. C'est-à-dire que ce sont des jeunes architectes, artistes ou designers qu'on a chargés en les accompagnant, en les aidant, en les surveillant, pas qu'en les surveillant, en les dynamisant, on pourrait dire, moins en les surveillant qu'en les dynamisant. On les a aidés à concevoir tous les projets de Saint-Étienne. On a aménagé 130 sites comme ça, ce qui était d'une certaine façon une manière de mobiliser les écoles d'architecture, écoles des beaux-arts, sur le développement de leur territoire, et puis de construire un savoir local qui pouvait continuer dans l'avenir, dans le développement, dans le temps de la mutation, de la métamorphose de cette ville. Elle se fait avec parfois des architectes qu'on fait venir d'ailleurs, mais c'est important qu'on ait aussi un savoir local, et l'un ne s'oppose pas à l'autre. Donc voilà quelques réalisations. Je passerai rapidement encore. Les avant-dernières, ça c'est à Cartagena de las Indias. Je travaille en Amérique latine assez fréquemment. Et en fait, une des questions qui nous était posée là, c'est comment on fait le lien entre cette ville champignon, qui est sur la presqu'île de Cartagena, et puis la ville historique qui est là, qui appartient au patrimoine mondial de l'humanité. Alors vous voyez ce qui avait été construit, donc bonjour. Et puis les quartiers difficiles, les quartiers populaires, qui sont quasiment des bidonvilles à Carthagène et dans beaucoup de villes d'Amérique latine. Et puis je voudrais donner un exemple de lien justement. Là je ne vous ai pas dit comment, mais je voudrais vous donner un exemple pour terminer de lien. C'est à Bruxelles où on a gagné un concours avec un paysagiste. Pour une fois, je n'étais pas du côté de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire de la commune, mais avec un concepteur, un jeune paysagiste qui s'appelle Bas Smet, et on a gagné l'aménagement de tout ce territoire qui est de chaque côté. Là c'est la gare du Nord à Bruxelles, ça c'est le faisceau ferré, et on a gagné l'aménagement de tout ça. Et en fait, ce qu'on a fait, ici c'est un quartier très populaire, et ça renvoie à ce que disait Chris hier, faire lien entre les lieux et entre les gens. Là c'est un quartier d'affaires, là c'est un quartier très populaire, il y a même ici le quartier rouge de Bruxelles, là où il y a les prostituées, avec beaucoup d'étrangers ici, là, et donc deux vies qui sont complètement différentes. Et ce qu'on a essayé, c'est au fond, par un aménagement très simple où on diminue au maximum l'emprise de la voiture, c'est faire lien entre les deux parties
par de très grands trottoirs, par des continuités de piétonnes, par des continuités d'alignement d'arbres, par des espaces publics qui sont aussi très simples qu'on voit là. Et en plus, ce qu'on a fait, et toujours cette idée de frugalité, c'est au lieu de tout faire, on construit sur l'existant. Je ne vous dirai pas comment, mais une technique qu'on est en train de mettre au point. On ne touche pas à la chaussée ni au trottoir, mais on construit sur l'existant, on rapporte par-dessus. Donc, faire lien entre les gens, faire lien entre les quartiers, frugalité, métamorphose. Et puis pour terminer, ma rue, que Chantal connaît bien, cette rue, on l'a rendue piétonne avec l'association de ma rue. En même temps, on a fait des fêtes dedans. Et puis, ça a été, pour la rendre piétonne, c'était un combat avec la ville de Paris, qui est pourtant un de mes clients, mais c'est comme ça parfois. Les gens ne voulaient pas fermer parce que ça ne leur plaisait pas, la voirie ne voulait pas. Donc on a combattu. L'aménagement, c'est quand même un petit peu un engagement. Ça ne se fait pas comme ça. Et ça ne se fait pas que par des méthodes. C'est aussi une application personnelle. La plupart d'entre vous le savent très bien. Et donc aujourd'hui, elle est piétonne. Maintenant, les sorties et entrées fonctionnent mieux. Les coiffeurs mettent pas aujourd'hui parce qu'il pleut, mais mettent leur tabouret devant leur magasin. Les enfants peuvent jouer au foot ou au ballon, voilà ce qu'ils veulent. C'est devenu un passage important. Et donc, c'est là encore de manière extrêmement simple, puisque ça n'a coûté rien. Ça n'a pas coûté un centime à la ville de Paris, mais on a transformé la vie de cette rue sans aménagement. Et puis, on est en train de discuter avec la ville pour l'enrober le goudron des trottoirs, pour verdir les trottoirs, mais conserver absolument ce rôle de passagiste. Voilà, je vous remercie. J'ai été peut-être un peu long, mais comme vous m'avez dit que je pouvais y aller, excusez-moi. Merci beaucoup.